à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de la Rafchal Info, comme tous les mercredis. Et je vous dis d'ores et déjà, donc, vendredi, il y aura sur ma chaîne YouTube, pour fêter mes 3 ans de la chaîne, il y aura du blind test, film et séries. N'hésitez pas à être présent si jamais. Vous retrouverez de toute manière tous mes liens concernant YouTube. Il n'y a aucun souci pour cela. Et aujourd'hui, donc, nous aurons des news et concernant déjà du Star Wars pour Disney qui pourrait être poursuivi. Euh, Evan McGregor qui a désormais son étoile au Hollywood Boulevard. Daisy Ridley honorée au festival à Deauville. Insaisissable 3, bientôt de retour au cinéma. Zoé Saldana qui aimerait réaliser un film d'action. Hulk, est-ce qu'on va le revoir un jour au cinéma? L'Âge de glace, qui va revenir pour un 6e film. Le Comte de Monte Cristo, qui est toujours visible au cinéma. James McAvoy sera-t-il bientôt de retour chez Marvel? Et ainsi, nous terminons par James Earl Jones avec sa mort et ensuite les hommages qui ont été rendus. Voilà. Alors, commençons tout de suite. Peter Cushing est surtout connu comme des fans de la saga pour son apparition dans le film Star Wars original de 1977 avec son rôle du grand Moff Tarkin. L'imposante stature de l'acteur britannique dans ce rôle a fait de lui une icône pour les fans et lorsque Disney et Lucasfilm ont lancé le spin-off Rogue One A Star Wars Story, film se déroulant juste avant les événements du film de 1977, il était un personnage évident à ramener. Mais il y avait un problème de taille à résoudre. Peter Cushing est décédé en 1994 à l'âge de 81 ans. Les magiciens de Lunac Heavy Industries, la société créée par Disney Lucasfilm pour le film ILM, a donc ressuscité numériquement le personnage en utilisant des images de synthèse pour mettre le visage de Peter Cushing sur la doublure corporelle de l'acteur Guy Henry. Si le rajeunissement des acteurs est devenu monnaie courante dans les films de nos jours, pour permettre aux studios de surfer sur la vague nostalgique qui a le vent en poupe en ce moment à Hollywood, faire revenir un acteur d'entre les morts a tout de même soulevé des questions déontologiques. En effet, l'apparition de Peter Cushing dans le rôle de Will of Tarkin dans Rogue One est aujourd'hui contestée par Tiburn Film Production, propriété de l'ami de Peter Cushing, Kevin Francis, qui poursuit Lunac Heavy Industries. Cet homme a intenté une action en justice contre le groupe Disney pour avoir ressuscité numériquement l'image de l'acteur. Kevin Francis prétend que l'acteur n'avait pas accepté que quiconque reproduise son apparence sans sa permission. Le groupe Disney n'a pas réussi à faire rejeter cette plainte par la Haute Cour de Londres où Kevin Francis a déposé la plainte. La société de Kevin Francis ne poursuit pas seulement Disney, mais aussi Lucasfilm, qui détient les droits de la franchise Star Wars. Lunac Heavy Industries, qui a produit Rogue One, est l'agence et les exécuteurs testamentaires de Peter Cushing, aujourd'hui décédé. En 2016, Disney ne pensait pas avoir besoin d'une autorisation pour recréer la performance de Peter Cushing en raison des termes du contrat du film de 1977. La société de production a ensuite versé environ 33 000 € à la succession de l'acteur pour l'utilisation de son apparence. Kevin Francis a contredit cette affirmation en présentant un accord signé par l'acteur en 1993 lors du tournage du téléfilm A Heritage of Horror, qui stipule que l'image de Peter Cushing n'était pas autorisée à être utilisée sans l'autorisation de celui-ci. Sur cette base, la Haute Cour a refusé la demande de Disney de rejeter l'affaire. Le juge Tom Mitchison a noté qu'il n'était pas convaincu que Kevin Francis gagnerait son procès, mais qu'il n'était pas non plus convaincu que l'affaire soit indiscutable au niveau requis pour rendre un jugement sommaire ou pour la rejeter. Dans un domaine du droit en développement, il est très difficile de décider où se situent les limites en l'absence d'une enquête factuelle complète. Et donc, pendant cette soirée, n'hésitez pas à vous dans le chat à intervenir avec nous et j'accueille mon invité Cyborgien et je voudrais lui poser cette question concernant justement donc cette première news, savoir ce qu'il en pense et est-ce que c'est judicieux de la part de Kevin Francis 8 ans après, car comme je l'ai précisé, 2016, aujourd'hui on est en 2024,
8 ans après faire ces choses-là, est-ce qu'il n'aurait pas dû faire au moment même, juste après la sortie, etc. Et à toi, mon invité, et bienvenue. Merci, Raph. Bah, effectivement, maintenant, mais ça, c'est par rapport à l'utilisation qu'il y a de l'AI, tout simplement. Enfin, maintenant, on va voir débouler ce genre de procès. Enfin, ce genre de. Est-ce que les studios ont le droit d'utiliser l'image des acteurs après leur décès? Parce que, effectivement, c'est parce qu'en fait, l'utilisation en fait, dans Rogue One fait jurisprudence. Nous a tous pris par surprise. Et je pense qu'en fait, dans le meilleur des cas, je pense que si on le sait maintenant, c'est parce que le mec a réussi. Si on le sait maintenant, c'est parce que le mec a pris tout ce temps pour avoir un dossier solide. C'était pas évident à faire ce genre de truc, donc il a dû faire des recherches pour savoir dans quelles circonstances euh, on peut monter, quels sont les articles en fait, quel domaine en fait, dans sous quel angle on peut attaquer Disney. Il y a un truc qui le gênait en fait dans l'utilisation du visage de Peter Cushing dans Rogue One, mais il ne savait pas comment, dans quel sens monter le dossier. Il aurait donc fallu 8 ans pour qu'il trouve en fait l'angle pour ça. Parce que c'est pas évident, hein. C'est pas évident de dénominer, parce que tout le truc de se servir du visage d'un acteur pour interpréter un personnage bien après sa mort, c'est donc ça qui est question, mais c'est le mouvement de grève des scénaristes et des acteurs l'an dernier qui a dû fournir en fait de l'eau au mec, parce qu'avant, juridiquement parlant, ça ne c'était mort dans l'œuf, quoi. Parce que c'est pas la première fois qu'il y a ce genre de truc, hein. C'est pas la première fois que les images d'un acteur resservent pour un film, même après sa mort. Mais la plupart du temps, c'est juste des scènes coupées qui ne sont pas visibles par le grand public. Je pense à, alors, mon ami Raph, de Superman Returns. Tu te rappelles Superman Returns? Oui. T'avais des images de Marlon Brando qui étaient utilisées dans Superman Returns. C'est dans le sport Singer, c'était pour faire le lien avec les deux premiers. Et ces images-là étaient inédites. Et elles ont été retravaillées par ordinateur pour éviter le rendu des deux films. Mais donc, ces images-là étaient inédites et Singer a dû être retravaillé numériquement pour qu'elles soient à jour par rapport à ceux du film. Mais donc, tu voyais donc Marlon Brando être au générique d'un film, mais quoi, 20 ou 30 ans après sa mort, ça posait déjà problème. Il y a aussi Brandon Lee hein, pour The Crow. Je crois que c'est la première fois que ça arrivait là. Comment finir un film alors que un tiers des scènes du film n'ont pas été tournées par l'acteur. Dans plusieurs fois dans le film The Crow, pour 2-3 scènes, ça joue avec ça. Ça joue avec le fait que est-ce que Brandon va rentrer dans le champ ou pas. Quand tu étais en tournage, c'est celle-là où elle était prise après sa mort. Donc, quel subterfuge allait utiliser la production pour pouvoir montrer Eric Draven alors que l'acteur était décédé. Donc c'est quelque chose de récurrent à Hollywood pour savoir comment pallier la mort de l'acteur. Et pour Rogue One, je pense que c'est. Ah, je voudrais pas être cynique, mais j'ai l'impression que si ça fait tant de coupures presse cette histoire-là, c'est simplement parce que c'est Disney. Rien que ça. Mais c'est parce que tu attaques Disney quoi. Enfin, tout de suite, ça fait parler. Je suis pas sûr qu'on aurait attaqué d'autres maisons de prod pour la même raison. Mais alors, mais Warner fait pareil. Et Warner, il n'y a pas eu des attaques de Warner, des attaques sur Warner par rapport au caméo de Christopher Reeves et Sleta toujours vivante, mais Christopher Reeves, à mon avis, ça a gêné personne. Pas que Christopher Reeve, il y avait aussi Nicolas Cage, si vous vous souvenez bien, parce que lui, il avait aussi réagi concernant des scènes qu'il avait tournées et qui n'étaient pas présentes justement dans le film The Flash. Et après, voilà, si on en revient à Star Wars, par exemple, moi je me demande si, par exemple, Disney, parce qu'en 2016, voilà, Rogue One, et avant, ben, tu vois, on avait déjà vu aussi Tarkin, euh, non seulement dans les films, mais aussi dans Clone Wars. Alors je me disais, est-ce que c'est pas un petit... voilà, on fait ceci, après on le voit un tout petit peu dans la Revanche des Sith, juste à la fin, hein. Il y a la scène de fin, où justement quand il voilà. Et on voit Tarkin de loin, mais il est là.
Et je me demande si justement c'était pas pour faire raccrocher à l'histoire le fait qu'on le voie. Alors après, effectivement, on va se dire oui, les CGI c'est bien fait, etc. Enfin, tout est bien fait. Sauf que après, justement, ça fait penser aussi à l'histoire, si tu te souviens bien, de Mark Hamill, qui lui, par contre, de son vivant, même s'il est, voilà, on peut pas forcément comparer, mais lui, par contre, le fait que on ait utilisé son visage rajeuni pour The Mandalorian, etc., pour ces nouvelles, ces apparitions en lui en version jeune, l'a dit tout de suite, maintenant, vous n'utilisez plus mon visage. Voilà, si vous utilisez, c'est un acteur en fait qui va l'incarner. Mais ça, c'est parce que c'est à cause des fans qui sont chiants, quoi. Ils ne veulent pas comment dire, que les acteurs, que le personnage soit recasté, mais en même temps, ils veulent ils ne veulent que ces mêmes personnages-là. À un moment donné, il va peut-être falloir qu'ils se rendent compte que, oui, mais dans ce cas, c'est pas possible de raconter en live action tout ce que vous voulez avec les mêmes acteurs. Bah, d'abord, il y en a qui sont morts, c'est plus possible, mais physiquement, c'est concrètement, c'est plus possible. Et de l'autre côté, les acteurs sont trop vieux pour l'incarner. Hein. Les acteurs ont 50 ans 3G. Donc à un moment donné, il va falloir accepter l'idée que, oui, il y a des personnages qui sont recastés. Et pourtant, pour Leia, on l'a rien dit, même qu'elle dans Star Wars, que de Si. Rogue One. Ah si. Ah oui. Il y en a qui ont gueulé. Okay. Non, mais je dis pour procès, enfin comme là, comme cette news-là. Ah non mais, non, mais dans ce cas-là, en revanche, les sites, il n'y a pas eu de procès non plus, il n'y a personne n'a rien dit parce que il y avait Lucas. Hein. C'est ça. Donc c'est pour ça que j'insiste bien sur le fait qu'il y a une espèce de justice à deux vitesses, si tu veux. Les fans, dès que ça vient de Lucas, donc lui approuvé par Lucas, le grand démiurge, c'est accepté, alors que le nombre de trucs l'idée à la con qui s'accusent d'anthologie, j'ai pas aimé. Hein. Ça par contre, ça va à valo. Par contre, dès qu'il s'agit de Disney, c'est bon. Il y a moins de choses que Disney a comme idée. Tout de suite s'attaquer, on ne sait pas pourquoi, mais s'attaquer quand même parce que c'est Disney, ils n'ont pas le droit. Point barre. Alors que le nombre des idées que Disney reprend et qui, de base, en fait, viennent de l'ère Lucas, ça foison aussi. Enfin, toute la série, en fait, il n'y a aucune idée originale, il n'y a aucune idée inédite, en fait, qu'on n'a pas vue, qui vient des dessins animés ou des romans, qui sont pourtant approuvés par Lucas. Donc la question que je me pose, c'est simplement, c'est pas juste une idée de sectarisme des fans qui bloquent, qui se braquent, sous prétexte que ce n'est pas que Disney n'est plus là, que Lucas n'est plus là. C'est simplement cette question-là. Parce que je lis les romans maintenant, mais les idées à la con qu'il y a dans les romans, c'est encore pire que ce qu'il y a dans les séries Disney. Et pourtant, les séries Disney, qu'est-ce qu'elles se font bâcher. Et est-ce que voilà. Est-ce que tu trouves normal qu'il réagisse 8 ans après? Vu justement, comme il dit, c'est son ami, etc., qu'il a envie de le défendre, quelque chose comme ça, je me dis, il n'aurait pas pu déjà attaquer déjà 2016, même fin 2016 par exemple, une fois que le film était sorti, etc., plutôt que réagir maintenant. Est-ce que tu trouves normal? Mais justement, c'est ce que je disais au début, c'est que pour nous, en fait, on est au courant de l'action 8 ans après, mais ça se trouve, lui, il lui a fallu 8 ans pour monter le dossier. C'est que sa première réaction de base, c'est au moment où il voit Rogue One. C'est au moment où il veut réagir, mais il ne sait pas comment. Et donc, il lui a fallu 8 ans pour monter le dossier. Nous, on est au courant maintenant de sa réaction maintenant. Mais parce qu'il lui a fallu 8 ans pour réfléchir à comment construire ce dossier. Et juridiquement, un dossier, ça prend pas 30 secondes. Hein. Juridiquement, un dossier, ça prend du temps. Donc pour moi, on a juste là sa réaction qui est actée. Mais la réaction, la première, en fait, c'était au moment du film. Il lui a fallu donc 8 ans pour monter le dossier. C'est comme ça que je perçois la chose. Pour moi, il a réagi au moment de la sortie du film. Mais après, pour trahir cette réaction juridiquement parlant, il lui a fallu 8 ans. Quoi. Ok. Parfait. Eh bien, merci pour ces mots. Merci à toi. Et nous allons continuer avec le légendaire interprète d'Obi-Wan Kenobi à son étoile. Situé sur Hollywood Boulevard de Los Angeles, le célèbre trottoir décoré de quartiers d'Hollywood compte donc désormais une étoile de plus. L'étoile a été dévoilée lors d'une cérémonie le 12 septembre dernier, au cours de laquelle son padawan et ami de longue date, Hayden Christensen, a prononcé un émouvant discours sur leur relation.
Comme l'explique Hayden Christensen, leur amitié a commencé en 2000 sur le tournage de l'Attaque des clones. Je cite: Je pense souvent à la première fois que je t'ai rencontré. Nous étions tous les deux en Australie, il y a de nombreuses lunes en train de nous préparer à faire l'Attaque des clones. J'étais au studio où nous allions filmer et le producteur m'a fait visiter et m'a montré certaines choses. Et puis il allait m'emmener rencontrer Ewan pour la première fois. J'étais tellement excité, j'étais déjà un grand fan de lui. Je rentre dans cette pièce où on me dit qu'Ewan sera présent. Et avant même de pouvoir poser les yeux sur lui, j'entends sa voix. Et il crie mon nom avec plus d'enthousiasme que je ne l'avais jamais entendu prononcer auparavant. Et je me retourne et je le vois, et il vient vers moi et il me fait le plus gros câlin. L'étreinte la plus désarmante et chaleureuse. Et nous commençons à discuter et c'est juste la personne la plus gentille. Il était immédiatement évident pour moi que je rencontrais quelqu'un de spécial, et pas seulement en tant qu'acteur, mais en tant que personne. Que je rencontrais un ami. Mon ami Evan, je veux te remercier d'être le meilleur maître Jedi que quiconque aurait pu espérer. Tu m'as toujours soutenu et je t'en remercie. Je suis tellement heureux d'être ici, avec toi en ce moment. Ce fut un honneur et un plaisir de travailler avec toi et de brandir un sabre laser avec toi. Et plus que tout, de t'appeler mon ami. Je t'aime, mon frère. Les deux acteurs avaient cessé de se voir après terminer le tournage de La Revanche des Sith, en partie à cause de la réaction des fans concernant la prélogie. Mais le temps a guéri toutes les blessures et les deux se sont finalement retrouvés pendant la pandémie à la mi-2020, lorsque Lucasfilm a décidé d'inclure Dark Vador dans l'histoire de la série Obi-Wan Kenobi, sortie à l'été 2022. Et j'aimerais avoir ton impression justement sur le fait que notre cher Obi-Wan a son étoile. Obi-Wan, on parle bien de Ewan McGregor et non pas de Allen McGuinness. Hein. C'est ça. D'accord. Oui, parce que moi je suis la génération à la trilogie originale, donc on dit Obi-Wan Kenobi, moi je pense à Alec McGuinness. Et sinon ma première impression c'est, mais c'est pas trop tôt, hein. C'est pas trop tôt, parce que pour moi Ewan McGregor, c'est un très très bon acteur. Je suis surpris qu'en fait il n'ait pas eu plus tôt. Mais je comprends. Alors moi je le répète, la prélogie pour moi n'existe pas, mais quand même ça doit être le gros kiff quoi, pour les deux, parce que comme tu dis, les deux sont restés potes, je pense que c'est ça. C'est que Ewan McGregor a dû rester en contact avec Hayden Christensen, et donc du coup ils ont dû rester en lien et tout, et donc le gros kiff de les voir. Les deux ont grandi, l'un a grandi, l'autre a mûri, parce que Hayden Christensen était encore ado quand il a fait l'attaque des clones. Il était déjà adulte, hein, Ewan McGregor, quand il a fait, il avait 30-40 ans je crois, quand il a fait lui. Donc c'est bien de voir les deux qui sont restés proches, au point que de voir les deux l'un accueillir, l'un être présent pour ce moment important pour la vie d'un acteur, c'est-à-dire baptiser, l'étoile Sunset Boulevard, je crois que c'est ça, le walk-in quelque chose sur le trottoir en tout cas, c'est important, c'est quelque chose ça rend le nom, ça rend un acteur dans la tête, dans la conscience collective des gens, immortel, parce que n'importe quel kidam, quand il va se balader dans le trottoir, ce fameux trottoir, va voir le nom de Ewan McGregor et tout de suite va demander à quelqu'un en fait qui est cet acteur-là. Même s'il ne fait pas partie de la communauté des fans, même s'il n'est pas cinéphile, il y aura toujours quelqu'un pour lui raconter l'histoire de cet acteur-là. Parce que je précise ça parce qu'il y a beaucoup d'acteurs en fait dont le nom est marqué. Quand tu te balades dans le coin, tu peux te dire, PTDR, c'est qui? Et il faut qu'il y ait quelqu'un, genre un guide touristique, pour expliquer que cet acteur-là, c'est un acteur connu dans les années 50-60 et qui te fait ta culture cinématographique. Et c'est donc important pour un acteur d'avoir son nom là. Après, il y a un petit côté pervers, parce que je crois qu'il y a un des acteurs, je crois que c'est Laurence Fishburne en tout cas, ou un autre, peut-être Morgan Freeman, qui a refusé d'avoir son étoile là à cause du côté business, parce que ça coûte du pognon, en fait, toute cette cérémonie-là. Et donc, il y avait... ça gêne quelques acteurs parce qu'ils sont encore dans le trip artiste. Voilà. Mais sinon, symboliquement, je comprends le kiff en fait, de voir les deux en fait réunis pour ce moment. Très bien, merci à toi. Et d'ailleurs, je voulais te poser la question aussi parce que c'était une news concernant également Ewan McGregor. Et là, ça tombe bien puisque c'est passé juste avant le fait qu'il ait son étoile. C'est concernant en fait Obi-Wan.
voilà, la série Obi-Wan Kenobi, comme quoi en fait Evan McGregor est toujours rattaché à cette série et il aimerait que ça continue car il apprécie tellement le boulot qu'avait fait justement l'acteur précédent, tu me diras le nom après, celui qui a incarné Obi-Wan dans Star Wars précédemment nommé La Guerre des Étoiles en 1977. Et donc il l'a tellement apprécié et le fait d'incarner ce personnage, il a dit qu'il était justement chaud pour la continuation de Obi-Wan Kenobi et au moins arriver jusqu'à ce que on voit la fameuse rencontre en fait entre Luke et Obi-Wan, pas de la même façon que nous avons vu dans la série, mais du film. Voilà, il faisait vraiment par rapport au film de 1977. Un peu comme on voit pour Rogue One qui fait lien avec Un Nouvel Espoir. Et bien là, c'est la même chose pour Evan McGregor, Obi-Wan Kenobi et la vraie rencontre entre Luke et Obi-Wan. Bah, moi, alors, moi, une chose, je n'ai jamais vu Obi-Wan Kenobi comme autre chose qu'une mini-série, hein. Pas en série qui continue. Et donc, les rumeurs de saison 2 Obi-Wan Kenobi, je me suis demandé, mais pour quelle raison? Enfin, là, il y a une histoire complète dans la saison 1 qui fait vraiment le lien dont tu parles. On sait pourquoi il est sur Tatooine, on sait pourquoi il est placé là, on sait pourquoi. Enfin, maintenant, c'est expliciter les liens qu'il a entre Luke et Leia. On sait que ça justifie le fait que bah oui, mais il est resté là tout ce temps, et donc tout ce temps, il a surveillé Luke, et enfin, on comprend pourquoi il est resté en marge de ce qui se passe au niveau de la guerre entre le Rébellion et l'Empire, quoi. Donc j'ai pas compris ces rumeurs de la saison 2. C'était pas prévu de base que ce soit qui continue. La mini-série a été faite uniquement parce que les plans de Disney ont changé. De base, ça devait être un film, Obi-Wan Kenobi. C'est le truc. Et vu ce qui se passait avec les séries et la mauvaise réception de la prélogie, parce que les fans sont encore en train de mocher la prélogie, enfin la postlogie, j'entends, et vu la mauvaise réception de là, ils ont décidé de refaire d'adapter les travaux du film Obi-Wan Kenobi en série. Mais du coup, pour moi, c'est le film, la série se justifie en elle-même. Mais ce qui m'étonne, moi, par contre, c'est qu'il n'y a pas eu d'officialisation d'annulation, et ça laisse courir, en fait. Il n'y a aucune communication sur une potentielle suite. C'est juste. C'est ça absolument. Et surtout le fait que, en fait, mais on voit l'acteur, lui, il veut, mais en fait, alors, spoiler hein, pour ceux qui n'ont pas vu la série. Donc, si jamais coupez 30 secondes le micro, enfin le son, je veux dire. C'est donc après donc ce qui s'est passé, l'affrontement de Vador, etc. euh, le fait que tout d'un coup on voit même apparaître Qui-Gon Jinn, eh bien on se doute que finalement il a dû apprendre aussi avec la force, etc. Obi-Wan, justement, de la manière que, vu que je suis en train de suivre Clone Wars et je suis à l'ultime saison, et je vois aussi de manière comment Yoda, il a été approché par Qui-Gon Jinn, le fantôme de la force, etc. Et c'est pour ça que ça fait carrément parallèle à la Revanche des Sith où Yoda a dit à Obi-Wan, je vais t'apprendre à communiquer avec ton ancien maître. Et là, je me dis, il peut y avoir quelque chose dessus. En tout cas, ça laissait l'entendre à une suite. Et c'est pour ça que moi, je me dis, mais en fait, finalement, ce qui était considéré comme une mini-série ne l'est plus. Car finalement, on veut découvrir une suite. Et ça aurait été bête de faire une autre série avec toujours Evan McGregor dedans. À ce moment-là, on dirait, mais continuez Obi-Wan Kenobi saison 2. Tu vois à peu près où je veux en venir, Cyborgia. C'est-à-dire que tu voudrais voir apparaître Adlan Magunes? Il est mort aussi, hein. Non, 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 non. Non, je te parle du fantôme de Qui-Gon Jinn, le personnage, le mentor de Obi-Wan dans La Menace Fantôme, quand il était encore Padawan et qu'il s'est fait tuer par Dark Maul, etc. C'est ça que je veux dire. Et surtout que
son mentor, on le voit en fantôme à la fin de la série, le dernier épisode. Et c'est comme je l'ai dit, là, le fait que Yoda, on le voit qui a à peu près ce même genre dans Clone Wars, suivi de la revanche des Sith où il dit à Obi-Wan, je vais t'apprendre à communiquer avec ton ancien maître. Et c'est là d'ailleurs où il était étonné que Qui-Gon soit toujours là, mais cette fois-ci en fantôme de la Force. Et dès qu'on voit le dernier épisode d'Obi-Wan, on voit apparaître Qui-Gon. Alors c'est pour ça que je me dis, si on veut explorer cela, ça aurait été bête de faire une autre série avec toujours Evan McGregor dans le rôle d'Obi-Wan, essayer d'explorer cela à ce moment-là. Moi, je me dirais, mais pourquoi pas continuer Obi-Wan? Comme ça, au moins, ça fait sens. C'est la suite, en quelque sorte. Et ben, après, lui, il désire une saison 2, mais je me dis à ce moment-là, peut-être que ce serait une ultime saison, mais c'est vrai qu'en 6 épisodes, je t'avoue que c'est très difficile. Enfin, de mon sens. En 6 épisodes, c'est plus compliqué de faire carrément une telle grande histoire pour arriver justement où il veut, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il je pense qu'après ils vont lui mettre les cheveux blancs, etc. Puis il soit en façon de l'acteur qui a incarné Obi-Wan, Ben, dans La Guerre des Étoiles. Bah, ce qui leur, d'habitude, je crois que dans les séries du Cap, c'est leur, la construction, c'est soit 1 an entre chaque saison. Donc là, on serait parti dans ton plan à toi pour faire 10-15 saisons. Ils ont quel âge, les Luke? Enfin, normalement, Luke et Leia, dans la première saison de Obi-Wan, ils sont très petits, ils sont très jeunes. Et normalement, dans l'histoire de La Nouvelle Espoir, ils sont ados. Hein. Ils ont 16-17 ans. Or, que ce soit Carrie Fisher ou Mark Hamill, ont près de 30 ans. C'est déjà une convention. Et donc, normalement, si on fait ça, le plan pour les séries, c'est la série peut durer 15-20 ans. Le problème qu'il y a, c'est pour la densité des histoires sur 5-6 épisodes. Mais ça, c'est le problème de toutes les séries du câble. Et le problème des séries Disney, c'est que ils veulent se cantonner à 6-8 épisodes, mais ça, c'est pas possible en fait. Ça se dit pas. Enfin, du coup, tu te retrouves avec des saisons qui peuvent être binge-watchées en une soirée et c'est trop frustrant. Enfin, moi, à chaque fois, c'est le seul reproche que j'ai pour cette Disney. À chaque fois, j'ai l'impression de rester sur ma faim quand je vois l'épisode final ou les épisodes finaux. Sinon, moi, j'aurais bien vu une saison qui fait vraiment le lien, genre une ultime saison qui fait vraiment le lien entre, enfin, qui se finirait donc avec, qui commencerait avec Ewan McGregor, avec vraiment le look de barbu, cheveux blancs, et donc le dernier épisode, ce serait que, on se demande, genre, tu te souviens de la première apparition de Ewan et de Alec McGuinness, le premier donc Ben Kenobi, quand il se faisait appeler Ben Kenobi dans le premier Star Wars de 77. Comment? Oui, je me souviens, il apparaissait, c'était trop drôle. On aurait dit comme un sorcier carrément avec son capuchon qui arrive et puis en mode, enfin avec comment il s'appelle, pas les sorciers des sables, enfin comme s'il y avait un cri, enfin voilà. C'était comme ça la première apparition quand il se dirige vers Luke. Moi, ce que j'aurais vu, c'est un dernier épisode où on voit donc Ewan McGregor méconnaissable, avec le visage tout blanc, remettre sa capuche, et on le verrait juste partir, et on verrait en fait au loin quelqu'un qu'on devine du Skywalker, et le dernier plan, c'est juste lui qui va aider en fait, lui avec donc méconnaissable, donc visage, la tête est cachée en fait par sa capuche, partir aider le Skywalker, partir aider le mec qu'on aurait vu se faire assommer. C'est donc le moment clé en fait de la rencontre entre Ben Kenobi et Luke Skywalker, mais qu'on verrait en fait Luke Skywalker en tout petit bonhomme, genre au loin, quoi, et qu'on discerne à peine. Nous, on verrait donc la scène du point de vue de Obi-Wan Kenobi. C'est donc ce moment-là, en fait, qui finirait la série Obi-Wan Kenobi et qui enchaînerait directement avec le film.
Comme il y a eu avec Rogue One, avec donc la fameuse puce disquette qui fait le lien entre donc Rogue One et puis Star Wars. Très bien, ça c'est parfait, car effectivement, c'est d'ailleurs dans l'idée d'Evan McGregor, hein, justement, comme je t'ai dit, là, le fait qu'on fasse vraiment le lien avec Un Nouvel Espoir. Et c'est vrai qu'à l'époque, on l'entendait uniquement, oui, je veux une saison 2. Et puis là, le fait qu'il détaille autant en disant oui, mais j'aimerais que ça se précise comme ci, comme ci, comme ça. En fait, on voit que le gars, il est vraiment passionné par son rôle. Alors, certes, Evan McGregor n'est pas connu que pour ça, il a fait d'autres films, mais on dirait qu'il est beaucoup plus impliqué pour le rôle d'Obi-Wan Kenobi. J'ai l'impression qu'en fait, ça lui a changé sa vie. En fait, c'est le rôle qui l'a propulsé. Bah, au début, Ewan McGregor, moi je le connais pour Trainspotting, c'est le cinéma indépendant anglais. Donc forcément, quand il est casté en Obi-Wan Kenobi, un rôle iconique de Star Wars, tout de suite ça change. Hein. Oui, absolument. Et donc, après, toi, tu irais dans son sens carrément, alors, à ce que j'ai l'air d'entendre. Ouais, il a l'air super motivé. Maintenant, c'est trouver les bonnes personnes qui pourraient bien traiter le personnage. Parce qu'il y a quand même une différence entre être motivé et trouver les bonnes personnes. Parce que si il est motivé, mais que ces personnes qu'on soit, enfin, pas qu'on soit mal savoir, mais qui traitent mal le personnage, ça pourrait poser problème. Parce qu'on le voit avec tous les projets de revival compagnie qui sont motivés par les acteurs. J'ai en tête par exemple quand les téléfilms réunions qu'il y a eu dans les années 80-90 et qui poursuivaient les séries défuntes, genre le Miss de l'Ouest, genre Pour l'amour du risque, enfin toutes ces séries-là en fait qui ont eu leur heure de gloire dans les années 70, qui ont super bien marché, qui sont du culte maintenant, et dans les années 80-90, il y a eu une mode de les faire revenir. Et de leur faire revenir, mais par des par des nouvelles équipes, plus au fait de ce qui se passait à l'époque, mais qui n'était pas au fait de qu'est-ce qui faisait la richesse des séries d'antan. Et du coup, tu t'es retrouvé avec des téléfilms qui étaient déceptifs enfin décevants pour beaucoup de fans, parce que jamais on a trouvé entre guillemets la magie des anciens trucs. Et moi, je crains ça euh, pour Ewan McGregor avec Obi-Wan Kenobi saison 2. Je, je ne sais pas du tout les compétences qu'il a en tant que scénariste lui-même. Donc je ne peux pas savoir si lui-même suffit en tant que scénariste pour Obi-Wan Kenobi saison 2. En fait, c'est ça mon souci. Parce que s'il est bon en tant que scénariste, je sais qu'il y a des acteurs qui sont bons en tant que scénariste. Hein. Je sais qu'il y a qui enchaîne, qui cumule plusieurs casquettes et qui du coup dans Tom Cruise est producteur. Je sais que tu as Freddie Prinze Jr. qui est scénariste. Freddie Prinze Jr. c'est le mari de Sir Michael Gellar. Celui l'atelier dernier, c'était lui qui incarnait le type, en fait, le boyfriend. Ouais. Et voilà, et je sais que lui, il est très bon scénariste. Je l'ai vu dans d'autres trucs. Il a fait un run sur Daredevil en comics, hein, j'entends. Pas en comics, hein, j'entends. Il y a un très très bon run qui a une très bonne réputation auprès des fans de Daredevil. Donc je sais qu'il y a plusieurs acteurs qui ont cumulé plusieurs casquettes et qui donc, je ne sais pas si Ewan McGregor fait partie de cela. Tout simplement ça. Ça sera intéressant, effectivement. Intéressant. Parfait. Bah alors, merci à toi. Et nous enchaînons avec ceci. Alors, le festival du film de Deauville, consacré au cinéma américain, célèbre cette année son 50e anniversaire. Et hier soir, un soir, c'est vers une actrice bien connue des fans de la saga que tous les regards étaient tournés. En effet, Daisy Ridley, alias Rey, dans Le Réveil de la Force, Les Derniers Jedi et l'Ascension de Skywalker, était présente pour recevoir le prix du Nouvel Hollywood des mains de Salim Keyouch mercredi 11 septembre. Elle suit ainsi les traces d'Emilia Clarke en 2023, Anna de Armas en 2022 ou encore Robert Pattinson en 2015, ainsi que de Ryan Gosling et Jessica Chastain qui ont reçu le premier prix du Nouvel Hollywood en 2011.
Très touchée, l'actrice a pris le temps de revenir sur sa jeune carrière. Je cite: J'ai eu le privilège d'incarner toutes sortes de personnages, depuis ceux qui luttent contre la solitude et la difficulté des relations humaines, jusqu'à ceux qui combattent les forces obscures de la galaxie. J'ai adoré tous ces personnages. Ce sont des femmes qui luttent contre quelque chose, que ce soit sur le plan émotionnel, physique ou spirituel. Je me sens incroyablement chanceuse d'avoir trouvé cette force en moi pour les incarner et donner vie à leurs histoires. Hormis la postologie Star Wars, Daisy Ridley a également joué dans Le Crime de l'Orient Express de Kenneth Branagh, ainsi que dans des films indépendants acclamés par la critique comme Ophélia de Claire McCarthy, ou encore le drame La vie rêvée de Miss Fran de Rachel Lambert. Elle a récemment joué dans Face à la mer, réalisé par Joachim Ronning. Le film, produit par Disney, narre le récit de la première femme à avoir traversé la Manche à la nage. Et je voudrais avoir tes impressions sur non seulement voilà, le prix, mais aussi voilà, la personne qui est Daisy Ridley. Bah, elle le mérite tout simplement. Enfin, pour moi, c'est une très bonne actrice. J'ai vu le Crime de l'Orient Express. C'est donc celui-là où elle joue. C'est donc sur Hercule Poirot où elle joue. Parce que j'ai trouvé très très bien. J'ai pas vu Ophélia. Je peux pas me prononcer. Mais sinon, ouais, je suis totalement. Est-ce que est-ce que c'est officiel de Deville où elle a répondu à une question sur classer ses meilleurs Star Wars? Citez-moi, genre, c'était les questions, c'était citez-moi les 5 meilleurs Star Wars à vos yeux. Enfin, faites un classement des 5 meilleurs Star Wars. J'ai vu une vidéo qui circule de ça. Alors effectivement, il me semble avoir vu aussi cette vidéo. Et c'est pas impossible. Après, je n'ai plus les noms en tête, enfin des noms qui avaient été, enfin des Star Wars qui avaient été cités, mais il me semble bel et bien qu'il y a eu quelque chose de ce genre. Parce que sinon, ouais, sinon, pour moi, elle le mérite tout simplement, hein. J'attends de voir un petit peu qu'est-ce qu'elle vaut, parce que j'ai vu très peu de ses films en fait. Mais si elle fait du cinéma indépendant, elle vient de là, donc et qu'elle a réussi à se faire repérer là, j'ai l'impression qu'elle a acquis une fanbase, parce que quand je vois la réaction qu'elle déclenche dans les conventions Star Wars, me dit que ouais, ok, d'accord, elle doit avoir une notoriété qui vient d'autre part, parce que pour moi c'est un petit peu comme Anna Tawai que je connais que depuis le Vieillard Sabrian Prada, et qu'en fait elle était connue avant par les fans de Disney. Et c'est pas mal aussi. Il y a aussi Margot Robbie que je connais que pour Birds of Prey, et j'ai totalement passé à côté. Et les actrices comme ça, en fait, qui pop-up partout. Jenny Ortega, pareil. Ce qui paraît, elle vient d'autre part. Elle vient de chez Disney. Et pour moi, j'ai découvert mercredi. Donc, elles ont une carrière que moi, je ne connais pas. Donc, je peux pas juger. Mais elle a l'air d'avoir une carrière solide. Donc, ce prix est, pour moi, c'est justifié dans ce sens où elle a déjà fait ses preuves au départ. C'est simplement que je connais pas ses preuves. Je sais pas si c'est un peu pareil pour toi. Alors moi je l'ai découvert déjà dans les Star Wars et il y avait aussi l'Orient Express qui était d'ailleurs dans ces périodes-là aussi si je ne me trompe pas. Mais effectivement, en fait, si tu veux, même si je l'ai vu dans peu de projets, j'ai envie de la découvrir parce que on voit qu'elle s'investit. D'ailleurs, elle le dit, hein, justement, comme elle dit qu'elle s'investit vraiment beaucoup, qu'elle admire aussi les rôles dont elle joue aussi. Donc, moi, ça me donne envie de découvrir, alors, là aussi la personne, mais surtout les films dans lesquels elle a pu jouer. Alors, je sais plus combien de films elle a à son palmarès aujourd'hui. Mais il me semble, bah en tout cas, bah, voilà, on a eu le film Face à la mer qui a eu de très bonnes critiques en tout cas, que je n'ai pas encore vu, mais qui est dans mon planning des films à regarder. Mais oui, non, franchement, c'est quelqu'un qui, en fait, ça intrigue. Donc, tu as envie de découvrir non seulement la personne, mais tu dis, voilà, quel genre quel film elle a joué, etc. Et puis ça le fait des fois avec pas mal d'acteurs ou même d'actrices en général. Ah, Je veux pas trop qu'on réponde en plus, en fait, c'est pour ça. pas de souci, pas de souci. Oui, alors en tout cas, moi je la remercie, enfin je la remercie, non, excusez-moi, non c'est pas ça. C'est non, franchement je suis content pour elle.
qu'elle ait reçu ce prix. Alors je sais qu'il y avait évidemment, comme vous le savez, il y a toujours des haters, etc. Mais de ce que j'entends, la plupart des haters, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Et je voudrais en tout cas... peut-être que en tout cas, cette émission sera aussi sous-titrée, mais on ne sait pas encore. Je ne sais pas encore. Je verrai en tout cas, mais quoi qu'il en soit, je lui souhaite aussi un bon rétablissement, car effectivement, elle est atteinte d'une maladie, donc de la thyroïde, et à son âge, donc elle est de 92. Et si voilà, à cause de cette maladie, elle doit bientôt arrêter le métier d'actrice, ce serait franchement, je pense, une déchirure pour elle. Et je ne le souhaite pas, mais je lui souhaite en tout cas un bon rétablissement. Et voilà, j'espère que, en tout cas, on va la voir pendant, pendant longtemps. Et bonsoir à toi, Simply. Je te vois également dans le chat. Bonsoir à toi, j'espère que tu vas bien. Très bien, et continuons avec ceci. Magie, magie et vos ciné ont encore du génie. 12 ans après la sortie de son premier volet, Insaisissable reviendra au cinéma en 2025. Avec un nouveau réalisateur, la majorité du casting original et quelques recrues. Insaisissable 3 sortira le 14 novembre 2025 aux États-Unis, où il s'appellera Now You'll See Me 3. La date française n'est pas encore connue, mais on peut difficilement imaginer que le long métrage fasse l'impasse sur l'Hexagone, où les deux opus précédents ont respectivement attiré 3 21 146 et 2 105 555 spectateurs. Après Louis Leterrier et John Michou, place à Ruben Fleischer, pour ce qui constituera sa quatrième franchise après Venom, Uncharted et surtout Bienvenue à Zombieland, dans lequel il dirigeait déjà Jesse Eisenberg et Woody Harrelson, qu'il retrouvera ici. Concernant le casting de ce prochain opus, reviendront Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco, Morgan Freeman et Mark Ruffalo. Isla Fisher, qui n'avait pas participé au second volet car enceinte au moment du tournage, et ensuite remplacée par Liz Kaplan, fera son retour pour jouer quelques mauvais tours. S'ajouteront également Justice Smith, Rosamund Pike, Ariana Greenblatt ou encore Dominique Sessa, révélés l'an dernier grâce à Winter Break, dans des rôles pour le moment inconnus. Peut-on s'attendre dans ce troisième et dernier épisode au schéma classique du dernier coup a priori facile et puis j'arrête, à moins que les cavaliers ne soient contraints de refaire surface pour contrer une bande rivale? Il ne vous aura pas échappé que les petits nouveaux, sont au nombre de 4 et pourraient bien former un quatuor qui agit en se faisant passer pour les cavaliers. Des copycats qui forceraient les originaux à revenir sur le devant de la scène pour blanchir leur nom et rappeler qu'ils sont les meilleurs. Verdict en novembre 2025 ou peut-être prochainement dans un premier teaser. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et à mon invité, et as-tu vu Les Insaisissables? Qu'en penses-tu? Et es-tu content du retour de cette bientôt trilogie? Je suis mort de rire quand j'ai appris une Enchantilly troisième. Le premier déjà, c'est du n'importe quoi. Déjà le premier repose sur une superbe incohérence. Je veux pas révéler le truc, mais pour essayer de raconter succinctement, hein, brièvement le truc, c'est donc des magiciens qui s'ajoutent au Robin des Bois et dans le moderne. Et dans le premier, on voit donc. Est-ce que Mark Ruffalo joue dans le deuxième? Oui. Ouais. D'accord, ok. Donc, dans le premier, Mark Ruffalo incarne le flic qui est censé poursuivre la bande de cambrioleurs. Et le problème qu'il y a, c'est que si tu connais l'histoire du deuxième, tu te demandes un petit peu, mais c'est incohérent par le premier. Et du coup, c'est que à la fin dans le deuxième, il y a une sorte de franchisation d'un truc. Enfin, grosso modo, t'as l'impression qu'avec le deuxième, ils ont assumé le postulat du alors c'est bon, on fait une série avec ce quatuor de magiciens. Et donc, alors que il y a des gros doutes sur le fait que est-ce que ce sont des réels magiciens, parce que les numéros qu'ils font pour qu'ils les aient dans leur casse, en fait,
Bah oui, mais c'est de la pure magie. C'est quand même, c'est de la pure magie. C'est même plus du David Copperfield à ce niveau-là. Ou est-ce que ce sont des, euh, des prestigitateurs, dans le sens où, enfin, ça évolue sur deux trucs en fait. Sur le fait que ça démystifie la magie, sur le fait que tout leur tour en fait c'est des tours de grandes illusions, mais tous les tours de grandes illusions c'est des trompe-l'œil. C'est le problème. Ou est-ce que c'est la vraie magie, genre Doctor Strange? Et donc ça joue entre les deux sur le fait qu'ils ont vraiment des pouvoirs magiques. Sur certains ont réellement des pouvoirs magiques, ou certains c'est non, c'est juste des plus petits tours comme ça qu'ils arrivent à bricoler. Et le, le problème que j'ai, c'est que c'est sûr, c'est logique interne de la saga qui me pose problème. Et alors que ça marche. Et quand je dis ça marche, c'est le premier a bien cartonné à jouer Sleeper. Quand je dis Sleeper, c'est film dont le succès, en fait, personne ne l'attendait, et pourtant ça a bien marché. Mais le deuxième, je crois que c'était un petit flop, non? Enfin, ça n'a pas bien. J'ai pas les chiffres en tête, mais de mémoire, ça a déçu pas mal de monde. Alors, concernant ceci, justement, ça avait attiré 3 21 146 et 2 105 555 spectateurs. Et pour un budget de combien? Et pour des recettes de combien mondial? Je vais aussi recharger dans mon coin. Sable 3, 2. Budget. 75 millions. Avec 350 millions de dollars de recettes mondiales. Pour le 2, hein, pour le 2. Oui, 300 millions pour le 2. Et pour un budget 2, c'était 50 millions, c'est ça? 75 millions. En tout cas de ce 57 millions. What? Ouais, oui, d'accord, ok. Donc ça. Ouais, ça. Pas, ça pour voir si c'est succès ou pas, c'est que tu multiplies par 3 le budget. Hein. Donc ouais, ça a bien marché du coup. Tiens, c'est marrant, c'est marrant. C'est pas ce souvenir que j'avais en fait de Insaisissable 2, j'avais un souvenir de gros flop qui avait conduit à la production à bien stopper net. Ça doit venir du fait des attentes en fait de la prod. Mais je pense que quand tu me dis les nouveaux et les anciens, ça justifie sur le fait qu'il y a pas mal dans le casting, dans le main cast, pas mal d'acteurs qui sont devenus blacklistés maintenant, et d'autres acteurs qui sont venus, qui sont devenus valeur montante depuis. Par exemple, je crois que. Alors, comment il s'appelle celui qui fait Mark Zuckerberg et le lutteur de BVS, ce qui joue dedans? Comment il s'appelle? Jesse Eisenberg. Voilà. Bah, je sais que lui, à l'époque, c'était une valeur montante. Alors mais maintenant, pour lui, c'est un petit peu traversé visère, je crois. Non, Ruffalo est encore un acteur solide. Merci, le MCU. Woody Harrelson, je pourrais pas dire. Woody Harrelson, je pourrais pas le dire. À part Venom. Euh, ouais. Dernièrement, hein, je dis. Dernièrement. Oui, dernièrement, Carnage. Hmm. Mais sinon, ouais, ça me tente bien. Mais je sais, c'est qui le réel? J'ai oublié de le noter. Parce qu'avant, c'était lui. Alors, après Louis Leterrier et John Matthews, c'est Ruben Fleischer qui a justement été à Venom, Uncharted et Bienvenue à Zombieland. Ouais, et je crois que c'est lui qui a fait Gangster Squad avec. Comment ça. Ah, zut, j'ai plus le nom en tête. Gangster Squad avec Sean Penn. Je crois que c'est lui. Mais sûr, faut pas le. Faut mesurer les attentes. Hein. Insaisissable, c'est du popcorn movie. Hein. Faut pas avoir du thriller tortueux. C'est pas du Nolan. Hein. C'est vraiment le summer movie fait pour se détendre. Voilà, après une journée bien chaude en été. Hein. C'est juste ça. C'est ce niveau-là. Hein. C'est pas autre chose. Très bien. Et à noter également, pour celles et ceux qui aimeraient, parce que
Je ne connais pas, donc je peux pas forcément voilà, vous dire ce que j'ai pensé des films. Mais c'est quelque chose que j'ai envie de découvrir. Et d'ailleurs, ça passe aussi souvent à la télé, mais vous me connaissez, je préfère avoir en version physique, voilà, en main. Et par contre aussi, ouais, voilà, ce que je voulais dire aussi pour les fans qui aiment les deux premiers, voilà, par exemple, eh bien, en fait, même si je sais qu'il y a Daniel Radcliffe dedans, il ne viendra pas, il ne sera pas là pour le troisième opus. Et ça a été confirmé. Bien, continuons ensuite. Elle a joué dans les trois plus gros succès de tous les temps. Avatar, Avatar la voix de l'eau et Avengers Endgame. Après plus de 65 films en tant qu'actrice, Zoé Saldana aimerait passer de l'autre côté de la caméra pour un film d'action. Actuellement à l'affiche du long métrage Emilia Pérez de Jacques Audiard, pour lequel elle a reçu le prix d'interprétation féminine aux côtés de Selena Gomez, Adriana Paz et Carla Sofia Gascon lors du dernier festival de Cannes, Zoé Saldana a déclaré lors du festival de Toronto qu'elle aimerait se lancer dans la mise en scène, précisant ainsi, je cite, je n'ai jamais vu une femme diriger un James Bond. J'aime The Equalizer. Je regarde des émissions criminelles, alors pourquoi pas dans le futur? J'ai toujours été attiré par les films de braquage. Heat est un film que je dois regarder au moins une fois par an et j'analyse la façon dont Michael Mann a tout assemblé. La manière dont tout le monde a joué me fascine. Donc, j'aimerais commencer par quelque chose dans le genre action-braquage. La comédienne âgée de 46 ans qui a déjà joué dans les films Gardiens de la Galaxie, Avengers, Star Trek, Avatar et Colombiana n'est pas encore annoncée à la mise en scène d'un long métrage, mais aimerait passer de l'autre côté de la caméra et casser les codes en réalisant un film d'action. Elle ajoute, je cite, mais je ne me mets pas dans une case. Je peux faire n'importe quoi. Tout comme Ang Lee a réalisé Raison et Sentiment, n'est-ce pas? Je peux aussi faire un jour un film de Jane Austen. On ne sait jamais. Rappelons que l'actrice sera au casting d'Avatar Fire and Ash dès le 17 décembre 2025 et enchaînera avec les tournages d'Avatar 4 et 5. Trouvera-t-elle le temps de mettre en scène son premier long métrage? Bonne question. Et vous dans le chat ainsi que mon invité, qu'est-ce que vous en pensez de cela? Est-ce que vous la verriez derrière la caméra? Et si oui, James Bond? Pas James Bond? Dites-moi tout. Bah, la Zozadana, elle commence à avoir un sacré CV niveau matière action, niveau acting, hein, j'entends. Et donc, je comprends parfaitement. Parce que en plus, t'as cité les films et en série streaming, je suis en train de regarder Opération Spatiale Lyonnaise sur Amazon Paramount Plus, là, où elle se démerde bien. Enfin, du coup, je sens que elle voit en fait comment c'est géré les scènes d'action. En tant qu'actrice, elle est déjà spectatrice de voir un petit peu comment ça se gère. Donc, je comprends parfaitement qu'elle veuille passer à la mise en scène. Et tant que réalisatrice de film d'action, parce qu'on a le cliché les réalisatrices, c'est pour les comédies romantiques et tout. Non, non, il y a beaucoup, il y a pas mal de réalisatrices dans le domaine de l'action, hein. C'est la plus iconique, évidemment, c'est Catherine Bigelow, la femme de James Cameron, qui a fait comme K-19, qui a fait comme Strange Days, Point Break, et dernièrement, c'était pour des mineurs. Donc, voilà, il y a des réalisateurs femmes qui peuvent aussi bien gérer que les mecs. Donc, ce serait vachement intéressant d'avoir de l'avoir elle-même en fait porté à un truc d'action. Il n'y a pas de souci, hein. Moi, je suis tout oui. Il y a quand je pense, il y a Bryce Dallas Howard, la nana, enfin la fille de Ron Howard qu'on connaît donc de Jurassic World, qui a fait aussi des trucs d'action. C'est elle qui a fait The Book of Boba Fett. Il y a eu ça, et ben justement, elle a... Oui, ben c'est là qu'elle a commencé. Alors après, par contre, tu vois, on n'a pas de nouvelles concernant une potentielle réalisation de la part de Bryce Dallas Howard, mais ça, c'est, je pense, déjà un début, car elle a toujours été attirée par ça. Elle l'avait dit aussi, justement, à l'époque où elle était de Jurassic World, elle disait, pourquoi pas essayer de suivre les traces du papa. Ouais. Ouais, c'est pour ça que je me dis que voir une femme qui a les rênes d'un film d'action, bah ouais, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal.
Même le MCU, ils en font. Je veux dire, il me semble que pour Captain Marvel, le premier film, là, c'est tenu par dans le binôme en fait, l'un des deux est une femme, hein. Donc ouais, ouais, il y a pas de souci. Je suis friand. J'attends au tournant le projet. On connaît l'actrice en fait, qu'est-ce qu'elle donne en matière d'acting. Bah maintenant, ce sera intéressant de voir qu'est-ce qu'elle donne en matière de réalisatrice, d'avoir la casquette de réalisation, tout simplement. Pourquoi pas, effectivement, bah, ça serait, admettons, bah, non, admettons, non, admettons pas, je veux dire par là qu'en même temps, elle rentrerait dans le palmarès avec les femmes qui ont réalisé, donc on prend Chloé, non, c'était Chloé, non, Chloé Zhao, je crois, pour The Eternals de Marvel, bah, t'as eu Patty Jenkins, enfin voilà, elle rentrera avec ces femmes-là, en fait. Si ça lui arrive un jour, et je l'espère pour elle. Ouais, tout simplement. Enfin, moi, j'attends maintenant le truc, hein. Donc Zoé Saldana, pour moi, c'est Banco. Mhm. Parce que vas-y, t'as joué, elle a été actrice avec des bons metteurs en scène. Donc maintenant, j'attends de voir un petit peu ce que elle peut donner. Et Et avec un interview, tiens, parle-nous de tes influences, parle-nous de tes trucs, parle-nous d'où te vient cette envie. Enfin, vraiment, genre, à interviewer en tant que réalisatrice, mais vraiment, bah, franchement, quoi, enfin, sans être groupie de la nana, je sais qu'elle a une belle base, hein, sauf physiquement, elle est pas moche. Mais vraiment, en tant que, qu'est-ce qu'elle a dans la caboche, tiens, ça m'intéresse, du coup. Et, et petite question, alors ça c'est pour toi, enfin aussi, je voulais avoir ton... Voilà, si, admettons qu'elle le fasse, qu'elle a un projet de film d'action mais qu'elle ne le révèle pas encore, est-ce que toi tu aurais quelques idées de films d'action dont tu la verrais par exemple? Et là, c'est vraiment... toi, c'est ton... Ouais, voilà, tu la verrais dans quel genre de film d'action par exemple? Attends, je la verrais bien aux commandes de quel film d'action, ou je la verrais bien parce que c'est pas, En tant que réalisatrice. voilà, en tant que réalisatrice, parce que en tant uniquement de réalisatrice, on prend dans le sens où elle n'est que derrière la caméra et pas devant, hein, c'est C'est ça? c'est ça. Bah, j'aimerais bien la voir. Ah oui, peut-être un James Bond dans le sens où c'est pour faire chier les fans un peu macho. Dans le sens où ce serait super marrant d'avoir un point de vue féminin pour une saga où le personnage représente la caricature du bel alpha. Donc ce serait sympa d'avoir, ouais, effectivement, ce serait sympa d'avoir, pour une fois dans la saga, il y a eu 25 films, tout le temps tournés par des mecs, ce serait sympa d'avoir une sorte de hors-série sur un James Bond tourné par une femme. Effectivement, ce serait sympa. Ok. Ok, parfait. Parce que c'est vrai que maintenant, avec les James Bond, bon, on sait que vu que ça a été racheté aussi par, oui, par Prime, par Amazon Prime, bah, maintenant on sait que l'univers de James Bond pourrait aussi débarquer en série, etc. Et j'avoue que l'avoir aux commandes, justement, de ce genre de projet, mais pourquoi pas, moi je ne serais pas contre, effectivement. Alors, effectivement, ça c'est des spéculations, mais ça fait du bien aussi de voir qu'elle a envie d'évoluer et pas forcément uniquement rester que euh, qu'actrice comme des fois certaines personnes le font. C'est-à-dire que voilà, ils ont un palmarès, ils veulent rester tel quel parce que tout le monde la connaît ainsi. Voilà, il y a des acteurs qui le sont, hein, qui resteraient toujours acteurs toute la vie, mais qui n'ont pas envie d'aller plus loin. Des personnes comme Zoé Saldana ou même, voilà, je peux vous citer d'autres aussi, hein, mais qui ont envie d'évoluer, qui ont envie de passer derrière la caméra. Rappelons des acteurs de série, ils le font aussi des fois, qui réalisent un épisode. Voilà, alors c'est pour ça que c'est très intéressant du fait que Zoé Saldana, elle veut faire un film d'action. J'ai franchement, good luck for you. J'espère que ça va lui arriver. Et donc, je suis vraiment ouvert et j'ai hâte d'en savoir davantage. Bien, continuons la suite par celle-ci, à savoir le 23 juillet 2008. L'incroyable Hulk posait la deuxième brique de la route qui allait amener le Marvel Cinematic Universe vers la première réunion des Avengers. Et les sommets du box-office,
Mis en scène par Louis Leterrier, le film était porté par Edward Norton, qui n'a pas fait long feu. Fidèle à sa réputation d'acteur compliqué, il avait réécrit plusieurs scènes sur le plateau et commençait à critiquer le résultat avant même sa sortie. Ce qui a conduit Marvel Studios à se séparer de lui pour le remplacer par Mark Ruffalo au moment d'assembler les Avengers. Entre 2012 et 2021, celui-ci est apparu à 8 reprises sous les traits de Bruce Banner et son alter ego au cinéma, ainsi que dans les séries She-Hulk physiquement et What If vocalement. Et ensuite, bonne question, des rumeurs parlent d'une apparition dans Captain America Brave New World le 14 février prochain pour aider Sam Wilson face à Thaddeus Ross devenu le Hulk rouge. Mais ce n'est qu'un bruit de couloir et il n'y a absolument rien d'officiel à ce sujet. Pas plus que Mark Ruffalo n'a de projet concret chez Marvel. Et la possibilité qu'un film solo voit le jour est toujours aussi peu probable car Universal, qui avait distribué l'adaptation d'Ang Lee en 2003, possède toujours un droit de regard sur ce type de long métrage, même si le personnage appartient à Marvel Studios. Ce qui explique que l'incroyable Hulk soit resté sans suite et que le MCU donne l'impression de ne pas savoir quoi faire de Bruce Banner qui apparaît à droite et à gauche entre 2 épisodes d'Avengers. On peut donc logiquement espérer le revoir dans Doomsday puis Secret Wars le 29 avril 2026 et le 5 mai 2027, puisque les 2 films devraient rassembler tous les personnages du MCU. Pour le reste, c'est très flou, sur petit comme sur grand écran, puisque la probabilité de voir une saison 2 de She-Hulk est aujourd'hui très faible. Nous ne sommes évidemment pas à l'abri de le revoir passer une tête dans un projet ou un autre, en Bruce Banner ou sous les traits de son alter ego colossal. Mais il faut bien avouer à l'heure actuelle que nous ne savons pas exactement où, quand et comment Mark Ruffalo signera sa prochaine apparition dans le Marvel Cinematic Universe. Qu'est-ce que vous en pensez, tout le monde, et particulièrement toi, Cyborgia? Il n'y avait pas des rumeurs de projet World War Hulk il n'y a pas longtemps? Oui, je confirme. Ouais, donc j'ai l'impression qu'en fait ils essayent de monter ce projet-là enfin, mais ils savent pas par quel bout le prendre. Parce que un film Hulk ils ont tenté avec celui d'Edward Norton, qui maintenant j'ai l'impression qu'il est revu à la hausse en fait ce film. Parce que je me souviens que ce film-là, au moment de la sortie du film, t'avais ça a déclenché une vague de haters parce que t'avais l'anglais était sorti il y a pas longtemps. Et 3-4 ans avant, et du coup, tu t'es retrouvé avec la comparaison, quoi, et tout de suite, l'incroyable Hulk faisait téléfilm, c'était prévu comme un téléfilm. Enfin, Louis Leterrier voulait l'incroyable Hulk, pensait son film comme une sorte de gros hommage à la série télé, et du coup, qui trahissait un petit peu le comics, et on s'est retrouvé donc avec un film qui très du comics, alors que Ang Lee était très, c'était vraiment paradoxal, c'est que les fans de comics n'ont pas aimé celui d'Ang Lee et encore moins aimé celui d'Incredible Hulk, et j'ai l'impression qu'on se retrouve avec une situation où l'Incredible Hulk est revu à la hausse parce qu'on présente un Hulk tel qu'on voulait l'avoir, à savoir un traitement sérieux de côté de Dr. Jekyll Mr. Hyde du personnage. Mais le problème, t'as soulevé le truc, c'est que c'est une coproduction avec Universal, parce que c'est Universal qui a des droits. Et maintenant, j'ai l'impression que Marvel veut reprendre, est vraiment dans un effort de, on reprend tous les personnages. Mais le problème, c'est que le comics Hulk n'est pas suffisamment, je dirais pas dense parce que ça l'est, mais que la matière originale du comics n'arrive pas à la tourner de façon à la rendre intéressante pour un public de novices, de néophytes. Alors c'est ça qui fait la force de Marvel Studios, c'est de réussir à prendre tous les personnages en fait, enfin tous les personnages inconnus ou en tout cas peu connus du grand public et de façon à les rendre attractifs. Mais avec parce que avec Incredible Hulk, on se retrouvait dans une situation où on voit, enfin c'est ça la caractéristique de Hulk. On voit un personnage qui essaye de ne pas devenir un super-héros. Pour lui, parce que c'est un film de monstre, hein, le truc. C'est que dès qu'il se transforme, il devient un monstre incontrôlable. Et du coup, c'est ça le problème, c'est que du film avec Ethan Anton, c'est qu'on durant 3/4 du film, on se retrouve avec un personnage qui ne veut pas se transformer. Ce qui est normal, c'est ça qui est la caractéristique de Hulk. Mais alors du coup,
Pour le fan bourrin qu'on est, fan de comics, mais il se transforme quand, c'est ça qu'on est venu voir. Et pour le World War Hulk, Métavic, en fait, ils vont se servir du fil rouge de World War Hulk dans la logique d'un qu'on va voir ce fil rouge disséminé à travers les films. Je pense qu'en ce qui se passe avec Captain America Brave New World, ça, hypothèse factory de ma part, je pense qu'en fait ils veulent installer le truc, le fil rouge, mais ils essayent de pas trop en dire pour éviter de spoiler. Je pense qu'une des tournures de l'histoire de Captain America 4, c'est le lancement de World War Hulk. J'essaie vraiment de me tenir à l'écart de toutes les rumeurs pour éviter le spoil. Parce que pour moi, ce serait. Ça ferait rager de le savoir avant d'entrer en salle. Ok, je vois très bien. Et ne pas oublier, alors pourquoi, je pense que vous aussi derrière votre écran vous dites, mais pourquoi il parle de Hulk? Mais en fait, il y a aussi... alors ça, c'était aussi théorisé par les fans, mais depuis l'apparition de 5 secondes de Hulk, tout de même, dans Deadpool et Wolverine, et donc il est apparu un petit instant face à Wolverine, justement, comme on voit, il y a eu aussi, comme il rappelait certaines fans dans les comics, mais aussi dans l'animé Deadpool, non pas Deadpool, c'est Hulk vs Wolverine, que j'ai d'ailleurs en animation, que j'ai chez moi, que je possède. Et donc je pense que c'est pour ça aussi qu'on essaye un peu d'insister avec Hulk aujourd'hui. Et je pense que nous ne sommes pas les premiers à vouloir avoir un nouveau film solo, voire, enfin voilà, on veut vraiment quelque chose d'unique pour Hulk, car sinon c'est vrai que si on prend le nombre total de ses apparitions, on l'explore un tout petit peu, mais à travers les films des autres. Bah ouais, c'est qu'ils veulent. Encore une fois, Universal ne leur donne pas le droit d'utiliser le personnage pour un film solo. Mais ils veulent utiliser le personnage. Donc ils se retrouvent à le faire tourner en angoisse dans les films des autres. Genre Thor 3 par exemple, alors qu'avec la Civil War, genre les Avengers, et genre She-Hulk maintenant. Et j'ai l'impression que l'intérêt de She-Hulk, c'était de montrer un nouvel Hulk qui puisse utiliser mais, dans les projets solo. J'ai l'impression que c'était ça, parce qu'Universal ne leur donnait pas le droit. Il y a aussi le fait que par rapport à Norton, il y avait le fait de vouloir utiliser le personnage et Norton n'était pas content de la tournure du MCU, donc du projet Avengers, donc du coup ils ont été obligés de le recaster. Il y avait aussi de ça, il n'y avait pas que ça, mais il y avait aussi de ça. Donc Marvel était obligé de le recaster pour pouvoir inclure le personnage de Banner dans Avengers. Parce qu'en fait, ils ne voulaient pas appartenir au MCU, alors que normalement c'était le projet de base. Très bien. Merci à toi pour ces précisions concernant Hulk. Et maintenant, nous allons continuer avec ceci. Donc, il y a 22 ans, le public découvrait Manny, Diego, Sid et Scrat, devenus au fil du temps la mascotte de la saga L'âge de glace et de Chris Wedge et Carlos Saldana. Produite par le studio Blue Sky, la franchise d'animation se compose de 5 films dont le dernier, L'âge de glace, les lois de l'univers, qui est sorti en salle en 2016. Au total, la saga a remporté 3,5 milliards de dollars au box-office international et a fait venir 27,4 millions de spectateurs dans les salles françaises. Le film le plus rentable est le troisième volet, L'âge de glace 3, le temps des dinosaures, avec 886 millions de dollars dans le monde et 7,8 d'entrée en France. Depuis le rachat de la Fox par Disney, la saga n'a plus fait parler d'elle. Mais lors de l'enregistrement du podcast Wait Wait, le comédien John Leguizamo, qui prête sa voix à Sid dans la version originale, a déclaré qu'un 6e film était en projet, annonçant simplement « Nous sommes sur le point de faire l'âge de glace 6 ». 9 ans après le 5e film, un nouvel opus pourrait donc voir le jour. On ignore encore tout de ce long métrage, mais ce 6e film marquerait l'arrivée des héros de l'ère glaciaire chez Disney.
On espère que les iconiques Vincent Cassel, Gérard Lanvin et Elie Moon reprendront leurs rôles respectifs du tigre à dents de sabre Diego, du mammouth Manny et du paresseux Sid. Dans l'âge de glace, les lois de l'univers, dernier opus de la franchise, l'éternelle quête de Scrat pour attraper son insaisissable gland le catapulte dans l'espace où il déclenche accidentellement une série d'événements cosmiques qui vont transformer et menacer le monde de l'âge de glace. Pour survivre, Sid, Manny, Diego et le reste de la bande vont devoir quitter leur foyer et se lancer dans une nouvelle aventure au cours de laquelle ils vont traverser d'incroyables paysages exotiques et rencontrer des personnages tout plus étonnants les uns que les autres. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu et mon cher invité, je ne sais pas. Tu vas me le dire tout de suite si effectivement tu as vu cette franchise, qu'est-ce que tu en penses et voilà ton impression. Je crois avoir vu que le premier. J'ai totalement fait un pas sur le restant. C'est un truc, je devais déjà trop vu quand c'est sorti. Il est sorti quand? Il est sorti en 2000, j'étais déjà à la fac, moi. C'est vraiment un truc, je suis totalement passé à côté. Le premier, il me semble que le premier est sorti pendant une fête de cinéma, j'étais déjà à la fac. Et sinon, le restant, ouais, 2002. c'est. Ouais, oui, bah, du coup, j'étais vraiment fin lycée, début fac, hein. Ouais, des fin lycée, début fac. Et c'est vraiment un truc que j'ai. Ouais, j'ai vu que le premier, j'ai aimé moyen. Mais ça m'a pas donné envie de voir la suite. C'est comme les. Ah, c'est quoi les pingouins de Madagascar là? C'est quoi ce genre de truc Oui, C'est quoi le titre du truc? Madagascar. Parce il n'y a pas eu un spin-off avec les pingouins? Oui. Ouais. Bah, c'est comme tout ça, je les ai totalement ratés aux sorties Cinoche. Et pourtant, je crois que ça continue. Ben, a priori, ben, comme on a l'air de voir, effectivement un sixième épisode. Et oui, bah alors, effectivement, là on peut dire, on peut déclarer que c'est un film familial. Après, voilà, que, ben, la question, comme ça la pose à chaque fois, c'est un film d'un studio racheté par Disney. Est-ce que, par exemple, il faut se réjouir ou au contraire avoir un petit peu d'inquiétude vu que maintenant c'est Made in Disney? Non, mais à la base, je suis. Attends, on n'inverse pas le truc, parce que de base, ces films-là sont faits pour concurrencer Disney, hein. Donc ils sont Ouais. faits pour avoir la même vibe qu'à Disney. Avec les DreamWorks, enfin il y a tellement d'animations avec d'autres maisons de production, effectivement. Oui, mais déjà, attends, DreamWorks, ça fait. C'est même plus. Mais les films d'animation de ce calibre-là, sont faits pour avoir la même vibe que les Disney, hein. C'est juste pour concurrencer Disney, pour proposer autre chose. Là, ce qui va être fait, c'est que, tout simplement, bah, Disney va se servir de ces franchises-là pour proposer autre chose. Ils vont pas proposer. Ils sont. C'est ce que Disney fait avec Marvel. Ils essayent de proposer autre chose à un autre public. Ils sont conscients que le public en fait des films Marvel, c'est pas le leur de base. Donc ce qu'ils vont faire avec les moi je suis pas les millions, mais avec l'âge de glace, c'est continuer la franchise pour le public de l'âge de glace. Ils vont pas poser leurs pattes. Ils vont pas se la jouer. Mais nous on fait comme ceci, nous on fait comme cela. Ils vont pas formater le truc à la Disney. Ils sont conscients que, enfin ils sont pas cons les mecs. Ils sont conscients que l'âge de glace vise un certain public. Ils vont s'adapter pour continuer à plaire au public. Un petit peu comme pour la planète des singes. Le dernier film, le dernier film était dans la continuité de les trois premiers. C'est vrai. C'était pas un nouveau point de départ à la sauce Disney. C'est vrai, c'est vrai. Très bien. Merci de tes mots, mon cher Cyborgien. Et donc, nous allons poursuivre. Où s'arrêtera le conte de Monte Cristo? Le film écrit et réalisé par Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière a franchi il y a quelques jours les 8 millions d'entrées en France et ce n'est pas terminé. Le blockbuster avec Pierre Ninet est également présélectionné pour représenter l'Hexagone dans la course aux Oscars en 2025. Encore projeté dans de nombreux cinémas, le long métrage dispose déjà d'une date de sortie en physique, le 6 novembre prochain. Dans son communiqué, Pathé annonce la sortie de 4 supports physiques. Le DVD,
à 19,99 euros. Le Blu-ray à 19,99 euros. Un paquet combo 4K plus Blu-ray dans les environs de 24 euros. Et un pack Steelbook 4K plus Blu-ray à environ 29 euros. Rien n'indique pour le moment si ces formats contiendront des bonus sur la fabrication du film. Une sortie en VOD n'a toutefois pas encore été annoncée. Susceptible de prolonger le succès du film, cette sortie en physique est très attendue. L'adaptation du roman d'Alexandre Dumas a dépassé toutes les attentes. Le score au box-office est d'autant plus impressionnant qu'il est bien supérieur aux 2 volets des 3 Mousquetaires et qui concerne un film d'époque d'une durée de 3 heures. Sur son compte Instagram officiel, Pierre Ninet révèle que plus d'1 million d'entrées hors de nos frontières ont été réalisées pour la sortie du Comte de Monte Cristo à l'étranger. Le film est encore attendu dans plus de 50 pays. Le succès de Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière fait partie des 4 films français présélectionnés pour concourir aux Oscars. Et j'aimerais avoir votre impression à tous, et y compris à toi, mon invité. L'as-tu vu? Et si oui, qu'est-ce que tu en as pensé? Et qu'est-ce que tu y penses aussi de cette montée incroyable? Alors, de 1, je l'ai pas vu, mais de 2, je suis totalement sous charme dans le sens où, alors, moi je trouve ça très positif qu'un film d'époque, film d'aventure comme ça là, puisse attirer les foules françaises. Parce qu'il y a mauvaise image du cinéma français n'arrive pas. Par contre, j'ai vu les 2 premiers volets, les 2 premiers là, Trois Mousquetaires, je suis mitigé. Il y avait, ça m'a énervé un petit peu. Alors d'un côté, j'étais vraiment content que, enfin en France, on tente le cinéma d'aventure vraiment populaire. Ça a été ok. Par contre, la déception, c'était que on n'arrive plus à tourner de films de scènes de KPDP de duel. Mais nom d'un chien, on est en France, merde, c'est nous qui avons monté le genre. Alors que parce que Zorro, en Amérique, il y a 10 ans, on faisait vachement mieux. Donc ça, c'était mon truc. Et ça, sinon, pour le Comte de Monte Cristo, je suis content que. Alors, j'ai pas vu le truc, hein, que ce soit clair, mais par contre, j'ai de bons échos de ceux qui l'ont vu. Vraiment, genre, les échos que j'ai, commentaires Facebook de personnes dont je fais confiance en goût là, sont très très bons. Donc, je suis content que ça fonctionne. Parce que, ce qui m'étonne, c'est que le film était diffusé à Cannes en avant-première, il s'est fait vachement dézinguer. C'était vraiment mitigé, hein, les échos. Il y en avait beaucoup qui l'avaient pas aimé, genre c'est horrible, il devrait arrêter. Le discours que j'entendais de beaucoup, c'était le film est horrible, il faudrait que le cinéma français arrête de produire ces merdes. Et de l'autre, en fait, des spectateurs conquis, genre là, j'ai adoré, vraiment, je connaissais pas, mais pourtant j'ai accroché. Et je suis content que ça marche bien, je suis content que le film rencontre son public. Ce genre de film est coûteux. Donc ça redonne foi, en fait, pour les prochaines productions. Parce que comme ça, les réalisateurs vont pouvoir demander plus de budget pour des films comme ça. Et ça, j'en suis content. Très bien. Et alors, dédicace même à mon Fredo, hein, qui je pense que lui verra le replay sur YouTube, qui lui va entamer prochainement son 30e visionnage du Comte de Monte Cristo. Et je voulais savoir en fait, pour toi, en fait, est-ce que tu n'as pas vu le Comte de Monte Cristo parce que auparavant tu avais vu justement les 2 volets des 3 mousquetaires qui t'a laissé un sentiment pas forcément amer, mais voilà, comme quelque chose d'inachevé, enfin voilà, quelque chose comme ça. Un peu, ouais. Ça m'avait découragé. Il y a aussi le fait que je connais le bouquin, que j'ai vu d'autres adaptations, donc je craignais un petit peu de me faire chier. Ne regrettes-tu Parce pas que, de ne pas l'avoir vu? bah là, pour le coup, ouais. Parce que le film fonctionne. Et donc ça te donnerait envie de le voir? Enfin, je sais même pas s'il est toujours actuel en France. Normalement, si, il est encore à l'affiche. Je crois, près de chez moi, je pense pas. Près de chez moi, il a dû quitter l'affiche. Alors pour le coup, mais ouais, c'est que j'avais d'autres films à voir, tout simplement. Enfin, il y avait Deadpool, il y avait Twister, il y avait Trap. Donc j'ai du mal et je me cantonne à 2 ou 3 sorties cinéma par mois, hein. Pas plus, que j'ai pas le budget nécessaire pour. Parce que j'en connais qui font qui ont un abonnement, qui veulent le rentabiliser à tout prix. Moi, je peux pas me permettre ça. J'ai d'autres trucs à regarder. Mais là, pour le coup, bah, c'est le Comte de Monte Cristo. Ah, mauvaise.
J'avais mon temps là. Parce que là, pour le coup, euh, vu le succès rencontré, j'aurais bien aimé le voir au Cinoche pour comprendre, pour apprécier le succès après. Très bien, mais ça veut dire que, par exemple, dès qu'il sortira en physique, donc, justement, avec cette date, le 6 novembre 2024, tu vas foncer pour l'acheter. Pas foncer, c'est-à-dire vraiment. J'attendrai la VOD parce que j'ai vraiment truc à regarder, quoi. Bah, je suis à fond sur en streaming. Je suis en train de regarder Lyoness, Mhm. Opération spéciale Lyoness, Ouais. sur toute la série The Nana dont je parlais. Je finis un truc qui s'appelle The Night Agent sur Netflix, qui est donc une série d'espionnage produite par le créée par le mec qui fait The Shield et qui fait en ce moment SWAT. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a encore que je regarde Rabbit Hole, j'ai fait. Grosso modo, je suis sur d'autres trucs là, donc j'aurai pas le temps de regarder en plus euh, le compte de Monte Cristo. D'accord, mais ça veut dire que dès que voilà, il sort en VOD, ben tu y vas quoi. Je veux dire, en même temps, c'est vrai que quand tu vois le succès du film, t'as envie de comprendre pourquoi. Et voilà, c'est ça En en gros. sachant que moi, Pierre Ninet, je connais depuis un truc qui s'appelle 20 ans d'écart avec Virginie Efira, et donc je suis content de voir que. Pareil, pareil. Est-ce qu'il avait fait d'autres projets avant? Je me souviens même plus. Il est connu pour autre part, c'est simplement que pour moi, mon premier contact avec lui, la première fois que je l'ai vu repérer, c'est 20 ans d'écart avec Virginie Efira. Très Vous gros êtes succès apprêté d'ailleurs, je crois, hein. ouais, très très beau succès, très très gros succès. J'ai vu Virginie Efira en tant qu'actrice, alors que moi je la connaissais de animatrice télé. Et Ouais. je crois qu'il a fait autre chose après, mais j'ai pas suivi trop sa carrière ensuite. Pour moi, il a le physique Bon, il y a eu enfin. le OSSOE 17-3, hein. Ah oui, c'est vrai, il a joué dans cette merde. Pardon. C'est vrai. Non, mais pour moi, OC-117, c'est juste les deux premiers films, et après, le troisième, c'est oublié. D'accord. Très bien. Désolé pour ceux qui l'ont aimé, le troisième, hein, je sais que c'est. Bah comme ça, vous saurez. Et donc oui, bah alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, dédicace au Fredo qui lui va entamer prochainement son 30e visionnage du Comte de Monte Cristo. Et donc nous allons continuer avec une autre personne. C'est parti. Par 4 fois, James McAvoy a incarné Charles Xavier, célèbre professeur des X-Men, au cinéma. Alors que d'autres acteurs signent un retour surprise dans la peau de leur personnage emblématique, à l'image de Hugh Jackman dans Deadpool et Wolverine, qu'en est-il de la star écossaise? En pleine promotion pour le thriller Speak No Evil, le comédien ne ferme aucune porte. Dans une interview avec Discus Film, McAvoy a été interrogé sur un possible retour chez Marvel, mais cette fois en tant que méchant. Je cite, bien sûr, si c'est bien écrit, toujours. Il faut une bonne écriture et un bon personnage. L'acteur ajoute qu'il n'a pas de personnage en tête, mais qu'il est ouvert à toute proposition. Cette question fait référence au récent retour, très remarqué, de Robert Downey Jr. dans le Marvel Cinematic Universe. Et plutôt que de retrouver l'armure d'Iron Man, la star hollywoodienne reviendra sous les traits du Docteur Fatalis, ennemi juré des 4 Fantastiques. James McAvoy fait son arrivée dans l'univers des comics en 2011 quand il succède à Patrick Stewart dans le rôle du professeur Charles Xavier avec X-Men Le Commencement. Il retrouvera le personnage dans les 3 films qui suivront, Days of Future Past, Apocalypse et Dark Phoenix. Et je voudrais avoir ton impression dessus, mon cher invité. Et es-tu d'accord avec lui sur le fait justement que si il faudrait qu'il revienne, voilà, le fait qu'il dise je reviendrai si c'est bien écrit, bien évidemment, il faut une bonne écriture et un bon personnage. À toi. Je devrais qu'il revienne. Mais sinon, s'il revient, ça va foutre un bordel monstre dans la chronologie des événements X-Men. Parce que. Je précise que c'est en écho à la blague de Deadpool dans Deadpool 2. Non, de Deadpool 1. Enfin, dans Deadpool 1, il y a comment dire, je crois que
au terme de la scène d'action qui se retrouve en route, il y a Colossus qui veut amener de force Deadpool dans le manoir Xavier. Et donc, tu as Deadpool qui demande Xavier, c'est sa version, c'est quelle version McAvoy ou Patrick Stewart, où on se paume de votre chronologie? Parce qu'effectivement, le problème qu'il y a avec ces deux incarnations, c'est qu'on n'a pas l'impression que ce sont les mêmes. Alors que normalement, c'est la trilogie origine d'Exaviature Past et compagnie, c'est censé être la préquelle à la trilogie originale. Alors qu'en fait, il y a eu un reboot. Oui. Ah, avec le Dark Phoenix, tu dis? Bah ouais, c'est que dans Days of Future Past, ça a servi de reboot à la saga pour revenir au visuel qu'on connaît, le trilogie original. Et enfin, grosso modo, pour réparer les erreurs qu'il y a eu à partir de X-Men 3. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas continué. Enfin, tout ce que ça servait à faire, c'est de refaire un X-Men 3 avec Dark Phoenix, qui n'est plus ni moins que le remake de X-Men 3. C'est ça. Et moi, en fait, quand j'ai vu Day of Future Past, moi j'ai trouvé que c'était déjà une belle idée. Hein. J'ai trouvé ça innovant et franchement très intéressant. Et c'est vrai qu'en fait, c'est revenu par pas mal de personnes. Alors moi, je n'ai pas vu Dark Phoenix, mais j'avoue qu'effectivement, quand on se dit, mais on sait ce qui s'est passé, pourquoi faire un Dark Phoenix qui est la suite d'Apocalypse, que je n'ai pas vu, toujours pas vu bien évidemment, mais je voyais très bien dans le chemin où ils allaient, puisque c'était une prélogie. Et là, le fait d'avoir fait X-Men Dark Phoenix, je me dis, au départ, quand j'avais entendu ce projet, je me disais, ils vont faire à la façon qu'ils ont fait X-Men Origin Wolverine. Et pas du tout. Donc c'est pour ça que, en fait, la plupart des personnes qui l'ont vu ont cité beaucoup comme un film qui tue une franchise. Enfin, c'est comme ça qu'on a reçu. Le problème, c'est dans le comics, le Dark Phoenix, le Dark Phoenix en fait, c'est lié à pas mal d'extraterrestres. C'est normalement dans les comics. Donc tu as ce qu'ils ont bien fait par contre, par exemple, ce qui était mal fait dans la trilogie originale, c'est le fait que ouais, les X-Men avec leur Blackbird réussissent à voyager dans l'espace. Donc ça, c'est dans Dark Phoenix réussi à bien respecter en fait ce côté-là. Donc l'esprit du Phoenix rentre dans Jean Grey, mais vraiment c'est comme ça que la scène en fait qu'on voit dans Dark Phoenix, c'est fidèlement transposé dans le film. Et le problème qu'il y a, c'est que tout le restant, toutes les races extraterrestres et compagnie, tout le côté SF, ben, en fait ça appartient au MCU que la Fox n'a plus. Du coup, pour faire une adaptation fidèle du Dark Phoenix, ils ne pouvaient plus le faire. Alors que où la Fox avait été le seul à pouvoir adapter la saga du Phoenix Noir, X-Men 3, ils l'ont pas fait. C'était parce que le côté science-fiction n'était pas posé. Du coup, tu te retrouves avec un statut bâtard de les extraterrestres, en fait, les personnages extraterrestres dans le Dark Phoenix en fait, n'incarne pas les bonnes aliens, parce que les bonnes aliens, en fait, appartiennent à Marvel Studios et qui sont utilisés, je crois qu'on voit les Shaya. Ah non, je crois pas qu'on voit les Shaya. On n'a pas encore vu les Shaya. Mais c'est tous ces peuples, civilisations extraterrestres, bah, ça appartient pas à la Fox, donc du coup, ils sont bridés. C'est d'où la catastrophe des Killer Phoenix. Très bien. Merci à toi pour ces mots concernant les X-Men. Et voilà, c'est vrai que c'est toujours très intéressant dès qu'on parle de cela. Et je vais terminer par... C'est l'une des voix les plus célèbres de l'histoire du cinéma qui s'est éteint. James Earl Jones nous a quittés le lundi 9 septembre à l'âge de 93 ans. Il nous laisse un héritage inestimable, les voix de Dark Vador et Mufasa du Roi Lion. Enfant, James Earl Jones souffre d'un bégaiement particulièrement handicapant. Pour résorber ce problème d'élocution, un praticien lui conseille de suivre des cours de théâtre. Ce qui ne devrait être qu'une thérapie devient bientôt une passion dévorante. Dans les années 60 et 70, il devient incontournable à Broadway et obtient même un Tony Award pour son interprétation du boxeur Jack Johnson dans The Great White Hope. Il fait sa première apparition au cinéma avec un petit rôle dans Le Docteur Folamour
Donc Stanley Kubrick 1964. Dès lors, il enchaîne les films et rejoint les plus grands comme Elizabeth Taylor et Richard Burton dans Les Comédiens. Il joue même le premier président noir américain dans The Man en 1972 et participe désormais à de grosses productions, sa stature et sa voix devenant ses marques de fabrique. Il devient mondialement célèbre en donnant son timbre si particulier à Dark Vador dans la trilogie des Star Wars de George Lucas. Il donne la réplique au débutant Arnold Schwarzenegger dans Conan le Barbare en 1982, où il joue l'infâme sorcier que le héros tente de vaincre. James Earl Jones alterne les rôles dans des films d'aventure comme Alan Quatermain et La Cité de l'Or perdu en 1987 et les drames politiques. Il joue Malcolm X dans The Greatest aux côtés de Mohamed Ali ou encore un ouvrier syndicaliste dans Matt One de John Sayles en 1987. Cette même année, Francis Ford Coppola l'engage pour Jardin de Pierre, où il interprète un sergent-major. Les rôles militaires lui seront souvent proposés par la suite, comme dans À la poursuite d'Octobre Rouge en 1990 de John McTiernan. Mais c'est un roi qui joue dans Un prince à New York avec Eddie Murphy. Il poursuit une carrière à la télévision et apparaît dans de nombreuses séries et téléfilms, devenant un visage reconnu immédiatement par les téléspectateurs. Outre Dark Vador, il reste dans les mémoires pour avoir été la voix de Mufasa dans Le Roi Lion en 1994. Après plusieurs rôles dans des films secondaires, près de 20 ans après leur première collaboration, il retrouve George Lucas et le mythique Dark Vador, incarné à l'écran par Hayden Christensen, à qui il redonne cette voix asthmatique dans La Revanche des Sith en 2005, la série Star Wars Rebels et Rogue One. En 2012, il reçoit un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Et je pense que vous êtes tous à peu près fans de cet homme. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et à toi la parole, mon cher invité. Ouais, pour moi, il serait avant tout. Enfin, donc, Dark Vador, évidemment, c'est le truc iconique qui va le marquer jamais sa voix. Il est aussi pour moi l'amiral Greer de la saga cinéma. T'avais cité pour Poursuite d'Octobre Rouge où il joue donc face à les Baldwin qui joue donc Jack Ryan. Il joue aussi le même rôle dans Jeu de guerre dans immédiat où là Jack Ryan est interprété par Harrison Ford. C'est la même saga. Hein. C'est la même saga. Il interprète donc le même rôle. Qu'est-ce qu'il a aussi encore? Il est pour la petite curiosité, le petit bonus, il a fait la Ghost dans The Big Bang Theory face à Sheldon Cooper. Ouais. Ouais, et les deux font chier Carrie Fisher, qui joue aussi la Ghost, hein, qui joue aussi quand il frappe à la porte de Carrie Fisher et qu'elle revient avec une batte de baseball. Putain, tu fais chier, James. Alors je crois que c'est les deux en fait. Je crois que James Earl Jones. Il n'a côtoyé personne sur le tournage de Star Wars simplement parce qu'il faisait la post-prod. Il n'a jamais été sur un seul tournage de Star Wars parce qu'il faisait la post-prod. Du coup, c'est la seule fois où il a vraiment. C'est sur le tournage de Big Bang Theory où il a pu côtoyer Carrie Fisher. Ça, c'est pour la petite histoire. Il y avait également, alors, Marc Hamill, qui avait posté justement lors du jour de son décès, il avait posté, en fait, il a posté quelques minutes juste après ma publication sur Instagram. J'ai vu qu'il y avait pratiquement presque le même temps, où il avait justement posté non seulement une image du cher James Earl Jones, mais aussi une image où il était avec. Voilà, où il disait au revoir papa, etc. Parce que voilà, c'est la voix, quoi, comme tu l'as dit précédemment dit. Oui, il a dit. Ah, il a dit un truc là, merci. C'est à la cérémonie, c'est à cette cérémonie-là que j'ai pu rencontrer mon père. Enfin, tout dans ce style. Oui, quelque chose comme ça, oui, exactement. Ouais. Alors, attends, je vais juste te retrouver parce qu'il y a eu énormément de choses sur lui, hein, quand même. Hein. Et c'est vrai que rien ne laissait penser que, en fait, ce petit enfant qui avait un bégaiement deviendrait l'une des plus grandes voix du cinéma. Mais ça arrive souvent, ça, que euh, on,
Dans l'éducation, en fait, quand tu es jeune, on te fait des complexes sur tel point euh, de ta personnalité, ou je sais pas, ou enfin tes caractéristiques, et puis qu'en fait, 15 ans, 20 ans après, ben, ce qui faisait pas dire ta faiblesse, mais ton trait, un petit peu ton handicap, ben, en fait, ta force. Enfin, exemple tout con, Mr Bean, Rowan Atkinson, je crois que il avait un problème aussi pour tenir son texte, il n'avait pas, on ne prenait pas au sérieux, ben, il a fait de ce handicap, en fait, ben, un atout, quoi. Parce que le mec est axé dans le domaine comique. Dans le domaine comique, dans le domaine comique, il a créé un petit personnage, et maintenant, en fait, on attend public. Personne ne le prend au sérieux, bah, du coup, il en a fait une force. Exactement. Oui, voilà, je l'ai retrouvé. Alors, il avait écrit déjà sur son compte X, Marc Hamill avait dit repose en paix, papa. Il avait dit que c'était une des plus belles rencontres sur son compte Instagram, hein, avec une belle contribution pour Star Wars. Pour lui, voilà, c'était, ouais, bah comme il dit, R.I.P. Papa. Il avait justement sur son compte Instagram, il a mis l'un des meilleurs acteurs au monde dont les contributions à Star Wars étaient incommensurables. Euh, alors, George Lucas aussi, donc le papa de Star Wars, salue un acteur incroyable, une voix unique tant de l'art que dans l'esprit. Pendant près d'un demi-siècle, il a été Dark Vador, mais le secret de tout cela, c'est qu'il était un humain magnifique. Il a donné de la profondeur, de la sincérité et du sens à tous ses rôles, dont le plus important était celui du mari dévoué de la regrettée Cécile et de père de Flynn. James manquera à beaucoup d'entre nous, amis comme fans. Kathleen Kennedy aussi a dit quelques mots. Et donc, ceci, James Earl Jones est l'un des acteurs les plus polyvalents et les plus talentueux de notre époque, avec une œuvre emblématique au cinéma, sur scène et à la télévision. La voix de baryton menaçant qu'il a donnée à Dark Vador sera à jamais adorée par les fans et considérée comme l'une des plus grandes performances de méchant au cinéma. Sa présence imposante à l'écran et sa personnalité chaleureuse en dehors de l'écran nous manqueront énormément. Il y a eu également le jour de sa mort, il y avait l'Empire State Building qui a rendu un bel hommage à l'acteur avec une image de Vador. Et il y avait également Crystal Minkoff, l'épouse de Rob Minkoff, réalisateur du Roi Lion, qui avait écrit sur son Instagram: Reposez-vous, monsieur Jones, vous avez réalisé le rêve d'un jeune animateur en acceptant le rôle de Mufasa. Merci pour tout ce que vous avez fait pour Rob, votre mémoire vivra. Et Barry Jenkins y a marqué également pour toujours et à jamais. Donc Barry Jenkins, c'est celui qui va réaliser Mufasa, le roi lion, qui sortira en décembre prochain. Voilà à peu près tout ce qu'il y avait en tout cas comme hommage rendu. Ah bah ça c'est la plus grosse perte de Star Wars, hein, entre Princesse Leia et puis Dark Vador, bah voilà, et on vieillit, hein, c'est évidemment on va perdre nos icônes. Évidemment on va avoir et donc c'est ce qui est intéressant, C'est c'est qui de le voir un petit prochain? peu la jeune pour la jeune. Non, pardon. Je miserais assez sur Harrison Ford. Ah, moi je pensais à Clint Eastwood. Mais j'ai jamais fait un Star Wars, Clint Eastwood. Non, mais parce qu'on dit dans les grands. Ah oui, si tu parles de Star Wars uniquement. Oui. Mais ouais. Bon, Mark Hamill, il a encore du temps, hein. Le plus vieux, c'est Harrison Ford, il me semble. Oui. Donc 80. logiquement, c'est pour ça que tout le monde se demande un petit peu qu'est-ce qu'il vient faire en MCU, vu que vu l'âge qu'il a, il est plus vieux que William Hurt. Donc on se demande un petit peu pourquoi est-ce qu'ils ont pris lui. Tout le monde a eu cette question et cette même question, et c'est vrai qu'à un moment donné, même Harrison Ford lui-même a communiqué comme quoi pour lui maintenant il était temps de s'amuser.
Indiana Jones pour lui est totalement derrière lui. Donc maintenant, s'il peut s'amuser, il le fait. C'est pour ça que il avait dit pourquoi pas. Et au final, sur le plateau du tournage de Captain America 4, il s'est bien amusé. Ouais, parce que je taquine un petit peu, mais c'est quand tu vois les premières images de Captain America 4, où ouais, tu sens où est-ce qu'ils veulent en venir avec Harrison Ford. Ils veulent faire un Ross, mais vraiment vieux qui est à l'âge d'être président. Donc ouais, ça fonctionne. À l'image, ça fonctionne. À l'image, c'est vraiment une nouvelle situation à Ross. Donc ça marque encore plus ce changement que ce soit un autre acteur. Donc ça va. Après, je taquine un petit peu parce que ils ont l'air d'avoir bien géré le coup. Ils ont l'air. Je n'ai pas vu le film, je ne peux pas le prononcer. Très bien. Ah. Ouais. Parfait. Alors, merci à toi pour ces mots. Et c'est là-dessus que nous allons nous quitter. Merci en tout cas à mon invité d'être venu. Nous allons nous retrouver vendredi, mais pas directement sur Twitch. En fait, nous allons nous retrouver sur YouTube pour fêter mes 3 ans, donc les 3 ans de la chaîne YouTube. Et il y aura du blind test dont mon invité de ce soir y sera également. Et n'hésitez pas à venir faire un petit coucou, car en plus c'est un blind test sur des films et séries. Il y aura uniquement sonore, bien évidemment, des parties de bande originale et des répliques de films et séries. Voilà, et sinon, nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour de nouvelles informations à vous communiquer. Dans tous les cas, je vous souhaite une belle soirée. Prenez soin de vos proches, mais surtout, prenez soin de vous. Bisous!